Et je pense qu'on va commencer juste pour qu'on puisse respecter le temps. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. C'est notre deuxième conférence dans la nouvelle série Apprendre à se connaître. Donc, c'est un grand plaisir d'accueillir professeur Annie Rochette, Evelina Pichou, étudiante au doctorat, et Louis-Pierre Auger, étudiant au doctorat. Et les trois vont parler à leur tour. Le titre de leur conférence, c'est « Les négligés de la réadaptation de la déficience physique, relations, sexualité et parentalité ». Alors, c'est... qui va commencer? C'est Annie. Donc, professeur Annie Rochette va commencer notre présentation. Je vous invite d'utiliser le chat, la messagerie pour poser vos questions, vos commentaires. S'il vous plaît, serait-il possible de vous identifier aussi quand vous posez votre question? Il y aura donc 3 présentations. On va commencer avec professeur Annie Rochette. Par la suite, il y aura donc Louis-Pierre Auger et c'est Evelina Pichou qui va terminer cette présentation. Il y aura donc à peu près 15... avant qu'elle termine. S'il vous plaît, je vous invite aussi de fermer vos micros. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, donc il y aura à peu près 15 minutes pour une période de questions à la fin des 3 présentations. Alors, merci et je donne maintenant la parole à professeur Annie Rochette. Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous en cette journée caniculaire du mois de juin. J'ai le plaisir de commencer en mettant la table sur le sujet des relations. Puis effectivement, mes 2 collègues vont approfondir certains types de relations qui sont plus larges que des relations, on s'entend, mais qui sont très interreliées aux relations. Alors, je vais juste essayer de changer parce que le temps qu'on arrive, ça gèle un peu. OK, voilà. Donc, première diapo, puis vous pouvez vous poser vos questions ou demander des précisions au fur et à mesure, comme on disait. Donc, la première partie sur les relations, on va aller assez vite, mais en fait, je voulais qu'on fasse le point sur c'est quoi, dans le fond, quand on parle des relations. C'est quoi l'importance des relations dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a un lien entre les relations et la déficience physique? Donc, on va regarder des données en lien avec l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, on se pose la question, les déterminants des relations, est-ce qu'ils sont directs ou plutôt indirects? Puis, on va terminer mon 10-12 minutes par les relations comme un potentiel facteur de risque. Donc, les relations, qu'est-ce que c'est? On se demande tout le temps, là, ma diapo n'a pas changé, fait qu'on s'ajuste tranquillement. Voilà. Donc, les relations, c'est quoi? Quand on regarde le modèle de développement humain du processus de production de handicap, puis que j'ai des interactions avec des étudiants, des cliniciens ou même d'autres chercheurs, puis qu'il est question des relations, il y a souvent une confusion quant à où ça appartient dans le modèle. Et certains vont argumenter comme quoi c'est affectif. Et non, ce n'est pas affectif, mais c'est certain que ça va être très intimement relié aux émotions, puis ça va être, on peut presque pas avoir de relation sans avoir d'émotions ou une certaine affectivité. D'autres vont me dire que c'est très relié à l'environnement social, et effectivement, c'est relié à l'environnement social, mais maintenir ou créer des relations, ça ne fait pas partie de l'environnement social, sauf que on ne peut pas avoir de relation sans avoir un environnement social. C'est peut-être ça la distinction qui est importante à faire. Et c'est en fait, ce que c'est que c'est un rôle social parmi les habitudes de vie. Je m'ajuste. Voilà. Donc, c'est un rôle social parmi les habitudes de vie. Puis quand on regarde les différentes catégories des habitudes de vie, dans le modèle du MDH-PPH, c'est très clair, il y a une catégorie spécifique dans les rôles sociaux qui porte sur les relations interpersonnelles. Puis ici, ce que j'ai ressorti, c'est les énoncés de la MAVI, la dernière version 4.0, où on voit les différents types, qu'est-ce que ça implique, les relations,
Donc, on a maintenir, c'est surtout maintenir qui est inclus dans la ma-vie, mais je pense qu'il faut aussi penser à créer ou entrer en relation aussi, ou même à mettre fin à une relation aussi qui ne fait pas partie de la ma-vie, mais qui fait partie du processus. Donc, avec différentes personnes, donc avec le conjoint, avec la famille, avec les amis, l'entourage, la gestion de conflits. Il y a l'idée d'avoir des relations sexuelles aussi que mon collègue va aborder un peu plus en détail par la suite. Puis là-dedans, bien sûr, quand on parle avec la famille, mais avec les enfants, donc il y a la notion de parentalité qui est intimement reliée, mais qui est plus large aussi que juste avoir des relations avec les enfants. Tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose qui est complexe. Et puis, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est important d'avoir des relations? Souvent, on va classer les différentes activités ou rôles selon que c'est des activités de survie ou d'épanouissement. Les relations en tant que telles, c'est pas du même niveau de survie que dormir ou s'alimenter. Donc, on meurt si on ne dort pas ou on ne s'alimente pas. Sauf que elles sont quand même essentielles si on pense juste récemment à l'expérience qu'on a eue avec la COVID. Tout le monde a un peu pris conscience de l'importance de maintenir et d'avoir des relations. L'enjeu, je dirais, avec les relations, c'est que c'est comme si on n'a pas un standard aussi clair qu'avec d'autres activités. Donc, si on pense à s'alimenter, on va déjà avoir une image de comment on devrait s'alimenter, prendre la fourchette, amener à la bouche, puis tout le reste qui s'ensuit. Alors que pour les relations, on dirait qu'il y a une plus grande variabilité dans la façon dont on va entrer et maintenir ces relations, selon ce qui est possible aussi en termes de nous comme individus, personnalité, comment on se présente en termes d'environnement, d'accessibilité de personnes autour de nous, puis des caractéristiques des gens qui sont autour de nous, puis aussi en termes des autres habitudes de vie, si on pense juste à est-ce qu'on doit se rendre, se déplacer pour pouvoir être en relation ou si ça peut se faire à distance ou est-ce que ça entre en relation avec d'autres habitudes de vie. Et tout ça, bien, est-ce que c'est en adéquation avec ses attentes? Et c'est là qu'on peut trouver que c'est optimal ou moins optimal, selon que la façon dont on peut les réaliser ou les accomplir, c'est en adéquation avec nos attentes. Bien sûr, avoir des relations, ça repose sur certaines habiletés spécifiques. Particulièrement, on peut penser aux habiletés de communication et d'interaction, mais ce n'est pas typiquement affecté par la déficience physique directement. Donc, on peut se demander, est-ce que les relations sont directement affectées par la déficience physique? Et là, ce que je vous ai mis, c'est l'exemple avec l'accident vasculaire cérébral. Oups, je viens de faire une... OK. L'exemple avec l'accident vasculaire cérébral. Ce que vous avez ici, c'est les résultats d'une étude qui commence déjà à dater, mais où on avait documenté les habitudes de vie chez des personnes qui avaient subi un AVC léger. Donc, il y avait à peu près pas de problème tant que ça au niveau du quotidien théoriquement. Donc, il n'y avait à peu près pas eu de réadaptation et qui avaient reçu leur congé rapidement suite aux soins aigus. Puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour la catégorie de relations interpersonnelles, il y avait une différence entre pré-AVC et à 6 mois post-AVC qui était très significative avec un ampleur de l'effet à 0,5. Donc, même s'il n'y avait pas beaucoup de variabilité dans les scores, il y avait une différence significative entre le pré-AVC et 6 mois plus tard pour les relations pour des personnes qui avaient subi un AVC léger. Puis ici, vous avez un extrait à gauche d'une dame qui disait qualitativement, elle disait, bon, avec les amis proches, c'est peut-être pas si pire, mais quand les gens me demandent comment ça va, OK, tu as l'air bien, on dirait que tu as tout récupéré, elle avait l'impression qu'il y avait toujours une référence au fait qu'elle avait subi un AVC et c'est ce qui la dérangeait. Donc, même la perception des autres face à ce elle était en termes d'être ou d'individu ou son identité avait changé ou elle avait l'impression que ça avait changé. Ça avait un effet sur la qualité de ses relations. J'enchaîne avec un autre exemple qui est chez les proches. Donc là, c'est l'entourage. Ici, c'était des conjoints, conjointes, encore des personnes qui avaient subi un AVC, mais pas nécessairement léger, tout niveau de sévérité confondu. Puis on avait aussi regardé leur niveau de participation aux proches avec la MAVI, pré-AVC à 3 mois et à 6 mois. Temps 1, c'est à 3 mois, temps 2, c'est à 6 mois post-AVC, pour percevoir qu'il y avait aussi une différence significative chez les proches qui, eux, n'avaient pas de déficience physique suite à l'AVC. Là, c'est les proches. Ils vivaient avec quelqu'un qui avait eu un AVC.
et que la différence entre 6 mois post-AVC et pré-AVC dans les relations, même si elle n'était pas grande, elle était significativement corrélée, puis ça, c'est le graphique, le tableau, pardon, que vous avez à droite, avec le fardeau perçu. Donc, c'est mesuré avec le Caregiver Strain Index. Donc, la perception du fardeau était plus grande, plus la différence dans la qualité des relations entre pré-AVC et 6 mois post-AVC chez les proches. Ce que ça me dit, tout ça, c'est que la déficience physique, comme par exemple l'AVC, va entraîner bien sûr des conséquences sur les systèmes, les aptitudes. Là, on peut penser à la paralysie, la perte de sensibilité, l'aphasie, etc. Mais ce que ça entraîne aussi, surtout, c'est un changement au niveau de la perception de soi, au niveau des facteurs identitaires. La personne ne se perçoit plus la même pour l'AVC, en tout cas suite à l'AVC comparativement à avant. Puis il y a certainement des parallèles à faire avec d'autres pathologies. Et elle revoit ses priorités, elle ne se définit plus comme la même personne. Donc, ses valeurs peuvent changer, ses priorités peuvent changer. Et on a vu aussi que, bon, la déficience physique peut avoir un impact sur l'environnement social, si ce n'est que la perception que l'environnement social a de qui est la personne autour, mais aussi en termes de type d'interrelation qu'ils ont, si on offre plus d'assistance ou on prend plus en charge des responsabilités pour compenser ce que la personne qui a subi l'AVC, par exemple, ne fait plus. Donc, tout ça, ça entre en inter-influence et ça vient avoir un impact sur les relations, mais pas nécessairement directement. C'est là peut-être qui fait qu'on en est venu avec le titre que les relations sont peut-être négligées en réadaptation parce qu'on ne voit pas l'impact direct, par exemple, de l'AVC, de la paralysie ou autre incapacité sur les relations, mais à cause de tous les autres changements que ça emmène, ça devient avec un impact indirect. Je voulais juste terminer en faisant un clin d'œil à d'autres travaux qu'on a faits qui ne portaient pas sur les relations, mais que les relations sont ressorties comme un thème, le thème englobant, le thème important. C'est une étude qualitative qu'on a fait où on voulait documenter les circonstances entourant la survenue de l'AVC. Puis on a demandé à des gens de nous parler spontanément de la survenue de l'AVC. Qu'est-ce qui était arrivé dans les semaines avant? Qu'est-ce qui était prévu dans les semaines après? Puis qu'est-ce qui avait été changé dans leur plan et tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, qu'est-ce qui avait déclenché l'AVC. Et sans suggérer de réponse, ce qui est ressorti, c'était toujours le thème des relations interpersonnelles. Donc, les gens avaient vécu et ils ne l'avaient pas toujours révélé de façon nécessairement consciente, mais dans le discours, ce qui ressortait, c'était un stress ou un surinvestissement émotif dans des relations interpersonnelles, soit en lien avec leur anniversaire, où ils devenaient le centre de l'attention, ou comme parents, ou comme à leur relation aux enfants, la relation à leurs parents. Et il y avait les autres sous-thèmes que vous voyez ici, mais je trouvais ça juste intéressant de relever que les relations étaient ressorties comme un déclencheur potentiel. Alors, ça vient encore aller taper sur le clou comme quoi peut-être qu'on pourrait ou qu'on devrait les prioriser de façon plus explicite. Probablement qu'on le fait en adaptation, mais peut-être pas de façon aussi explicite qu'elle pourrait le mériter. Donc, je vais m'arrêter ici parce que ça va vite, puis je vais laisser du temps à mes collègues. Donc, merci beaucoup pour votre attention, puis j'invite Louis-Pierre à partager son écran, puis je vous invite encore à utiliser le chat si jamais vous avez des questions ou préparez vos questions pour la période de questions à la fin. Bon, merci beaucoup, Annie. Je veux juste m'assurer, est-ce que mon micro est allumé? Oui, il est allumé, merveilleux. Donc, est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Oui. Ça fonctionne parfait, merci. Donc là, pour être certain de ne pas déborder, je me pars un chronomètre et c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Annie, pour ta présentation. Donc, j'enchaîne avec la place de la sexualité en réadaptation physique. Donc, c'est bien plaisir de vous présenter ici mon sujet d'intérêt principal en recherche, qui est la sexualité en réadaptation. Vous allez voir que je fais aussi beaucoup de mention à l'AVC, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller aussi avec une approche générale en termes de sexualité pour vous permettre de ramener les concepts dans votre pratique si vous travaillez avec une autre clientèle. Donc,
Rapidement, ce que je vise à faire avec vous, c'est de vous informer sur le fait qu'en ce moment, la sexualité est négligée en réadaptation, mais terminer sur une note positive de quelle manière est-ce qu'on pourrait régler la situation et des pistes d'action concrètes. Donc, qu'est-ce que la sexualité? Annie nous en a parlé un petit peu. Donc, les relations sexuelles sont imbriquées, sont incluses dans les relations interpersonnelles qui font partie des rôles sociaux. Donc, les relations sexuelles font partie des rôles sociaux de la vie. Des fois, le terme sexualité est assez général. On a l'impression de tous savoir c'est quoi, mais en même temps, si je vous demandais de définir c'est quoi la sexualité, peut-être que rapidement, en fait, on risque fortement de ne pas tous et toutes la définir de la même manière. Je vous présente ici des résultats tout frais d'une étude où on a développé en fait le Occupational Therapy Sexual Assessment Framework, donc un point de vue très, très ergothérapique de la sexualité, mais assez global aussi. Donc, au niveau de la sexualité, ce que Walker et associés ont extrait, ça a été les connaissances liées à la sexualité, les activités sexuelles, les intérêts sexuels, la réponse sexuelle, l'expression, la perception de sa propre sexualité, l'intimité, la santé sexuelle et la planification familiale. Ce dernier aspect-là, je vais le laisser à Evelyna qui va nous en parler tout à l'heure. Mais comme vous voyez, la sexualité est complexe et on peut l'aborder sous plusieurs angles. En ce moment, on est en train de faire des travaux de vue systématique en fait, pour voir en AVC qu'est-ce qui est adressé et comment c'est adressé en termes de sexualité post-AVC. Et ce qu'on voit en général dans les méthodes d'évaluation, c'est qu'on se centre beaucoup sur la réponse sexuelle, sur les activités sexuelles et parfois les connaissances liées à la sexualité. Donc, simplement pour vous rappeler, il y avait 9 construits dans l'étude de Walker et en général, c'est seulement 2, maximum 3 qui sont apportés dans la littérature. Donc, il y a une vision. Déjà qu'on n'en parle pas beaucoup de la sexualité, en plus, on a tendance à la restreindre à la réponse corporelle, à la réponse sexuelle, par exemple, les phénomènes d'excitation comme la lubrification vaginale ou l'érection. En réadaptation, c'est quoi les conditions de santé qui sont susceptibles d'affecter la sexualité? En gros, ce serait plus rapide de vous lister lesquels n'ont pas d'impact sur la sexualité, puis je vais vous en parler après. Par contre, ici, je vous présente des études qui démontrent que l'AVC, le traumatisme crânio-cérébral, la sclérose en plaques, les lésions médulaires, le cancer, les amputations, la polyarthrite rhumatoïde et autres peuvent affecter la sexualité. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment chacune de ces conditions-là affecte la sexualité. Par contre, j'ai le temps de vous apprendre un modèle d'analyse pour que vous puissiez le transférer dans votre pratique. Ce que je vous suggère, c'est d'adopter la nomenclature, en fait, la démarche de Foley et Iverson. Même si elle date, honnêtement, elle demeure très pertinente aujourd'hui parce que je la trouve aussi simple que rigoureuse. En fait, premièrement, on peut regarder c'est quoi l'impact direct de la maladie, l'impact indirect ou l'impact psychosocial. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, avec l'accident vasculaire cérébral. L'impact direct, ce serait l'AVC a atteint la zone qui s'occupe de la réponse sexuelle. Il n'y en a pas seulement une au cerveau, mais par exemple, si on avait un AVC qui atteint l'hypothalamus, qui est le centre de relais, qui est un peu une des structures les plus importantes au niveau de l'activation ou de l'inhibition d'une réponse sexuelle. En fait, si l'AVC affecte notre hypothalamus, ça veut dire qu'on va avoir des dysfonctions sexuelles, des difficultés sexuelles qui sont d'origine directe à cause de l'AVC. Il y a un impact direct de l'AVC sur la sexualité. Par contre, si mon AVC atteint mon cortex moteur, que j'ai une grosse hémiparésie, on parlerait plus d'impact indirect. Pourquoi? Parce que ma réponse sexuelle n'est peut-être pas affectée. Mon identité sexuelle, mes perceptions de moi-même comme personne sont peut-être pas archi influencées par l'AVC. En même temps, perception de soi-même vous arrive dans l'impact psychosocial. Si je me sens sur l'hémiparésie, en fait, si l'hémiparésie nous empêche, par exemple, d'adopter des positions qu'on privilégiait avant, d'embarquer, sortir de notre lit, de s'habiller, se déshabiller, de se laver avant et après une relation sexuelle, en fait, ça peut avoir un impact indirect sur la sexualité. Par exemple, si on a de l'incontinence, je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail de quelle manière ça peut nous affecter durant une activité sexuelle. Donc, ça, c'est l'impact indirect. Et finalement, l'impact psychosocial, c'est tout ce qui a trait à la sphère, justement,
psychoaffective de la condition de santé. Par exemple, si mon AVC m'amène un débalancement de mes neurotransmetteurs ou m'amène un choc de rôle qui ensuite m'entraîne une dépression, eh bien, la dépression a aussi des impacts sur la sexualité. Donc, on parlerait ici d'impact psychosocial. On peut aussi référer à l'atteinte de l'image corporelle, la capacité à entrer en relation avec autrui, mais aussi l'impact psychosocial, c'est l'impact que la condition a sur les proches. Par exemple, les changements de rôle qui viennent avec le fait de devenir non seulement un conjoint, mais aussi un proche aidant. Donc, c'est un petit modèle que je vous suggère pour votre pratique, pour analyser des situations cliniques. En fait, je voulais vous présenter une vidéo, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Je préfère discuter avec vous. Je vous encourage vraiment à aller consulter cette vidéo-là. En fait, c'est avec la merveilleuse Lynn Tremblay. C'est une émission de Télé-Québec en public. C'est une émission de 17-18 minutes axée spécifiquement sur la sexualité des personnes handicapées. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. On parle de personnes célibataires, de personnes en couple. Je trouve que c'est très informatif pour quelqu'un qui veut s'initier au domaine. La sexualité, est-ce qu'elle est intégrée à la réadaptation? En fait, le vécu des clients, si on parle du post-AVC et en général, dans la majorité des clientèles en déficience physique, les résultats sont les mêmes, on ne parle pas du tout de sexualité. Je m'appuie aussi sur ma pratique clinique de 5-6 ans à l'hôpital Biomédica en réadaptation post-AVC. Moi-même, qui étais intéressé par le sujet, j'avais de la misère à en parler. Le vécu des clients, en fait, c'est que moi, je vous ai gardé en anglais le sexuality is silence parce que j'aimais bien le terme et je ne voyais pas une meilleure traduction en français. Ce qui est rapporté, c'est une difficulté à parler de sexualité avec le partenaire pour les personnes qui ont fait un AVC. Aussi, ce qui est difficile pour les personnes, c'est que les cliniciens ne parlent pas de sexualité. Et finalement, les personnes qui ont survécu à un AVC ont l'impression, ressentent que la sexualité en contexte de handicap est un sujet tabou. Par contre, quand on leur demandait au niveau de leur vécu, au niveau de la sexualité, ce que les personnes disent en général, c'est oui, la sexualité est mise en pause, elle est muted, fait que j'ai essayé de trouver plus une traduction sémantique ici, et parfois différente, mais la sexualité n'est jamais oubliée. Donc, on voit un changement dans les rôles préétablis qui étaient avant l'AVC versus post-AVC, un changement dans la relation avec son propre corps aussi. Dans l'article, il parlait de body as an alien, puis je trouvais ça intéressant. Un peu comme quand les gens parlent, ben, ma main, elle ne fonctionne pas, mais à un moment donné, les gens viennent quasiment des fois, on dirait, à se distancier du membre péniparétique. Donc, ça a un impact aussi sur les activités sexuelles. Et finalement, des adaptations dans la reprise des activités sexuelles, mais aussi parfois des deuils à devoir faire. Donc ça, c'est est-ce qu'on en parle en réadaptation et c'est quoi un peu le vécu des clients. Par contre, est-ce que, oui, c'est bien beau, est-ce qu'on en parle ou pas, mais est-ce que c'est important d'en parler? Moi, je vais vous dire que oui, c'est important d'en parler, c'est certain. Pourquoi? Parce que la sexualité fait partie des priorités de la clientèle. Ça fait partie de la vie et de la participation sociale et c'est lié à la qualité de vie et au bien-être des personnes. Donc, une relation a été objectivée entre la présence de difficultés sexuelles et la présence de symptômes dépressifs. Donc, plus un augmente, plus l'autre augmente aussi. Donc, l'opposé est certainement vrai aussi. Si on résout des difficultés liées à la sexualité, certainement ça peut avoir un impact sur la qualité de vie, le bien-être et, par exemple, les symptômes de dépression. Et aborder la sexualité, c'est également recommandé dans plusieurs guides de pratique. Je vous ai cité ici encore AVC et TCC, mais consensus d'experts et tout pour l'ensemble des clientèles en réadaptation, c'est recommandé d'aborder la sexualité. C'est intéressant, je prends 30 secondes pour vous dire, mon premier point, ça fait partie des priorités de la clientèle. Par contre, dans mon étude de métier, ce qu'on a découvert, c'est que la sexualité est une priorité, mais parmi beaucoup d'autres priorités. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une hiérarchisation dans les priorités pour la clientèle. Ça nous ramène justement au concept de survie versus épanouissement qu'Annie nous parlait. La sexualité, oui, c'est une priorité. Par contre, en santé, en réadaptation, ce qu'on voit en clinique, c'est qu'on va surtout privilégier la survie, mais pas seulement les cliniciens. Les clients aussi veulent réapprendre à marcher avant de réapprendre à avoir une sexualité. Donc, c'est quand même une nuance qu'il faut apporter. Oui, il faut parler de sexualité, mais pas à tout prix, pas n'importe quand. Par contre, il faut trouver des moyens de le faire systématiquement.
Je vous présente ici, je regarde, il me reste combien de temps? OK, bon, ben, parfait. On y va rapidement. Ici, je vous ai listé des études que vous pouvez lire après proposer. En gros, ce que je voulais vous dire derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui se font dans le domaine. Par contre, il y en a. Il y en a aussi de plus en plus. Ce qu'on voit, c'est des études d'implantation de nouveaux protocoles cliniques pour amener la sexualité dans les protocoles de routine. On voit des essais cliniques par rapport à des méthodes d'intervention très ciblées, par exemple, l'éducation à la sexualité, le counseling à la sexualité et même la rééducation périnéale et pelvienne. Donc, tout ça, ça a des résultats prometteurs. Par contre, c'est intéressant, on se rend compte que les gens qui reçoivent de l'éducation bénéficient à peu près au même titre au niveau de leur fonctionnement sexuel que des gens qui ont le counseling sexuel. Donc, ça, le counseling, c'est plus une intervention one-on-one où on reçoit des conseils très appliqués sur la sexualité. Donc, on voit l'effet prometteur, en fait, de seulement avoir un petit peu d'éducation de manière routinière. Il y a des études, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup, on a besoin de transfert de connaissances, on a besoin de sortir les initiatives qui se font sur les tablettes de la recherche et des amener en clinique. Donc, il y a une grosse place aux sciences de l'implantation et au transfert de connaissances dans ce sujet-là. Donc, j'y vais rapidement. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Il va falloir avoir plus d'études sur les méthodes d'évaluation et d'intervention pour outiller aux intervenants. Il va falloir collaborer avec les cliniques pour améliorer, implanter des meilleures pratiques. Il va falloir créer et diffuser des formations professionnelles sur la réadaptation de la sexualité parce que c'est une des principales barrières à arrêter la sexualité. C'est à ça que je vais consacrer mon doctorat. Et finalement, il va falloir aussi collaborer avec les décideurs politiques pour non seulement amener des changements au niveau locaux, mais également d'amener des changements plus systémiques, plus macro, pour que le beau travail qu'on fait ne soit pas seulement fait dans un centre de réadaptation, dans un hôpital, mais bien à l'ensemble de la province, peut-être même à l'ensemble du pays. Des petites ressources en complément, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Louis-Pierre. Louis-Pierre, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait donc un bruit quand tu as donné ta présentation. Là, Ah oui? Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que quand nous avons fait le test avant, anyway, c'est juste, okay. juste pour la période des questions, voir si tu peux peut-être modifier quelque chose. Alors voilà, okay. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Evelina. Evelina. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran, Louis-Pierre. Oui, oui, excusez. Juste dire qu'on a une question super intéressante dans le chat de Philippe, puis on va attendre à la fin pour y répondre parce qu'elle t'est adressée, mais je suis sûre que je vais avoir quelque chose à dire là-dessus. Fait que j'aimerais mieux qu'on attende à la fin. Parfait. Alors, voilà donc, Evelina, c'est à toi. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran? Oui. Parfait, merci. Donc, je m'appelle Evelina Pituch, je suis candidate au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal sous la direction de professeur Carolina Bottary. Je suis ergothérapeute de formation et également, j'ai le très grand privilège de réaliser mon projet de doctorat sous l'étroite collaboration de la clinique Parents Plus du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Je salue mes quelques collègues qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Je m'intéresse à la pratique parentale, donc vraiment au côté pratique, donc comment la parentalité, elle est exercée au quotidien par des parents qui ont une déficience neurologique. Et c'est un sujet qui me passionne et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voulais réitérer que le droit à la parentalité fait vraiment partie intégrante de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. J'ai affiché un extrait de l'article 23 à l'écran. Par contre, ce qu'on sait de manière très concrète, c'est que l'application des articles internationaux comme celui-ci comporte des barrières au niveau des politiques publiques et sur le terrain. Donc, il y a vraiment encore des barrières non négligeables à l'exercice de la parentalité avec une déficience physique. C'est également très difficile d'avoir un portrait clair de la situation. Selon les études, selon les enquêtes, on parle d'environ 6 à 12 de la population qui présente une incapacité. Ici, c'est une statistique canadienne où on dit qu'on a environ 9 de la population canadienne, toute incapacité confondue. Encore là, ça dépend de la définition même d'incapacité, donc c'est difficile aussi de pouvoir comparer entre les territoires.
Et à titre peut-être informatif, on dit qu'au Canada, il y a environ 6% des femmes en âge de procréer qui ont une déficience physique. Donc, ça permet là, de mettre un certain ordre de grandeur. Pour ces personnes-là, donc les parents qui sont en situation de handicap, toute incapacité confondue, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des préjugés tenaces qui persistent. J'en ai affiché quelques-uns à l'écran, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Ça peut être dû à des biais qui sont conscients, mais souvent inconscients. J'attire peut-être votre attention sur les deux derniers. Souvent, dans la littérature scientifique, ce qu'on va rapporter, c'est qu'on va attribuer vraiment les habiletés manquantes, on va les attribuer directement aux incapacités du parent et plus rarement, on va les réfléchir, par exemple, en termes que c'est peut-être, ces habiletés manquantes-là sont peut-être dues au fait que c'est une première expérience parentale ou encore que ce sont des habiletés qui peuvent être acquises, apprises, entraînées. Finalement, vous pouvez voir comme moi que ça dénote une représentation beaucoup plus négative du handicap. Et souvent, à tort, on va croire que les personnes qui ont des incapacités, comme une déficience physique, sont moins habilitées que d'autres personnes pour être parents. Évidemment, ces préjugés-là sont très lourds de conséquences. Encore là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qu'on rapporte en termes de conséquences dans la littérature scientifique. Les deux derniers me parlent tout particulièrement, donc c'est-à-dire que les parents n'ont pas toujours la juste chance de démontrer leurs habiletés parentales. Il y a vraiment une crainte là, très, très légitime du côté des parents de perdre la garde légale de leur enfant. On dirait que c'est gelé. Parfait. Désolée pour ça. Donc, l'objectif que je souhaite avec cette présentation aujourd'hui, c'est vraiment de susciter une réflexion sur la place qui est actuellement accordée, mais qui pourrait être accordée également à la parentalité avec une déficience physique en réadaptation. Pour ce faire, ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, c'est de discuter de 5 barrières qui ressortent dans la littérature scientifique. Ces barrières-là découlent aussi des travaux qu'on a réalisés au sein de notre équipe à l'aide d'une revue exploratoire de la littérature. Et je vais tenter là, de proposer au moins une solution qui viendrait contrer dans une certaine mesure ces barrières-là. Encore là, ça se veut un exercice de réflexion. Et nous, au sein de notre équipe, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça serait peut-être pertinent de commencer à réfléchir à la parentalité en termes de continuum de soins en parentalité. Donc, allant même justement, comme Louis-Pierre, tu le mentionnais, de la planification familiale, donc l'adulte qui envisage une vie familiale, donc de lui transmettre toutes les informations et qu'il puisse prendre ou elle prendre une décision libre et éclairée, jusqu'à tout l'accompagnement qu'un parent pourrait nécessiter là, après l'accouchement dans les soins, par exemple, qui sont offerts à un enfant. Encore, ce qu'on sait au niveau de la littérature scientifique, c'est que trop souvent, plus souvent qu'autrement, finalement, la parentalité, elle est rarement abordée. Et là, ici, là, j'insiste, là, abordée dans le sens explicite, en détail, de manière intégrée dans les pratiques courantes en réadaptation. Donc ça, c'est ce qu'on rapporte du côté des professionnels dans la littérature scientifique. Du côté des parents, ce qu'on s'aperçoit également, c'est qu'il y a une grande crainte, il peut y avoir une grande crainte pour les parents de demander de l'aide pour son rôle parental en réadaptation, justement à cause par crainte de représailles. Donc, les parents peuvent se demander si je démontre un côté un peu plus vulnérable, qu'est-ce que les ou le professionnel vont faire avec cette information-là? J'attire votre attention sur une solution possible. Donc, à droite, ce sont des travaux qui ont été réalisés aux États-Unis où on vise vraiment là, à intégrer la parentalité. Donc, c'est une approche routinière où on questionne ces 3 aspects-là pour l'ensemble des adultes qui sont suivis. Donc, à la fois le désir d'être parent pour ceux qui ne le sont pas encore, mais aussi ceux qui sont déjà parents. Donc, comment se déroulent les expériences parentales et familiales au quotidien? Et sinon, comment est-ce que les parents souhaiteraient que ça se passe? Donc, ce serait quoi les pistes d'amélioration souhaitées? Donc, ça, c'est pour l'aspect discussion de la parentalité, c'est une barrière. La deuxième qui est non négligeable, c'est tout l'aspect de l'accès à l'information.
Donc, on réalise qu'il y a vraiment une rareté d'informations sur la parentalité en situation de handicap dans des sources qui sont fiables, validées scientifiquement et j'ajouterais aussi là, adaptées dans des formats et adaptées en termes de contenu pour que, par exemple, la clientèle puisse s'approprier cette information-là, la comprendre, en faire sens. Pour illustrer mon propos, j'attire votre attention sur le guide Mieux vivre avec notre enfant qui est distribué partout au Québec à toutes les familles québécoises depuis 40 ans. Eh bien, la seule mention qu'on fait dans ce guide-là qui comporte plus de 800 pages, ce sont les coordonnées de la clinique Parents Plus, mais sinon, il n'y a aucun texte informatif ou explicatif à l'intérieur qui permettrait d'outiller d'une part les parents qui ont une déficience physique. Donc ça c'est un exemple ici qui concerne une source d'information validée, usuelle, mais même dans les sources d'information qui sont moins usuelles, moins utilisées à grande échelle, on a également de la difficulté à accéder à cette information-là qui serait spécifique à la parentalité. J'ajoute à ça qu'il y a un manque au niveau de la formation universitaire, au niveau de la formation continue. C'est pas possible actuellement pour les professionnels de se former. Et c'est encore un domaine de recherche à plusieurs égards qui est assez en émergence. Donc, il y a aussi peu de recherche là, pour venir appuyer tout ce besoin-là d'information. Une solution possible, ça serait peut-être justement de penser en termes de développement d'outils de formation et de sensibilisation. J'attire votre attention sur un exemple. Donc, c'est la province de la Colombie-Britannique qui a mis de l'avant une formation en ligne que chacun peut suivre gratuitement et qui vise vraiment là, à accroître les connaissances scientifiques et pratiques des professionnels dont le sujet intéresse pour justement dans l'idée d'être un peu plus outillé lorsqu'on intervient avec cette clientèle-là. Une troisième barrière qu'on rencontre souvent dans la littérature, c'est la difficulté d'avoir accès à des soins qui ont vraiment été pensés pour des parents en situation de handicap, des parents avec une déficience physique. Je vais vous présenter deux exemples où c'est une exception. Donc, en fait, deux exemples où les soins ont été pensés pour les parents en situation de handicap. Le premier exemple que je vous présente, c'est la clinique Accessible Care Pregnancy Clinic à Toronto. À ce jour, à ma connaissance, c'est la seule clinique en Amérique du Nord qui a été vraiment dédiée pour les mères qui ont une déficience physique. Donc, c'est-à-dire que les soins, les espaces, les équipements ont été pensés pour être accessibles, par exemple, pour une mère qui utilise un fauteuil roulant. L'équipe, elle est également formée à la parentalité avec une déficience physique. Il y a une grande attention qui est portée au niveau de la consolidation des soins, donc c'est-à-dire que toutes les spécialités dont la famille pourrait avoir besoin, bien, elles se trouvent au même endroit. Et même après l'accouchement des femmes, donc il y a déjà une collaboration qui est mise en place, par exemple avec des organismes communautaires pour s'assurer que les familles ont les ressources dont elles ont besoin lorsqu'elles vont à domicile, lorsqu'elles retournent chez soi avec leur bébé. Donc ça, c'est un premier exemple assez unique, c'est assez exceptionnel. Le deuxième exemple dont je voulais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est la clinique Parents Plus. La clinique Parents Plus, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. À ce jour, elle a desservi plus de 900 familles à travers la province du Québec. Donc, elle dessert à la fois des parents qui ont une déficience physique et neurologique et un bébé entre l'âge de 0 et 2 ans. Et entre autres, donc, c'est sûr que cette équipe-là offre une panoplie de services en termes d'évaluation et d'intervention. Ici, je voulais attirer votre attention. Donc, l'équipe, à travers son existence, a développé, entre autres, deux outils pratiques. Le premier, donc, c'est le répertoire des aides techniques exclusives destinées aux parents ayant une déficience physique. C'est quelque chose qui est facilement accessible en ligne. Les références se trouvent à la fin. Et ça aussi, c'est accompagné d'une banque de données vidéo où tous les équipements que la clinique a pu développer ces dernières années, leur démonstration sécuritaire, elle a été captée et c'est une façon aussi de pouvoir enseigner cette utilisation-là aux parents qui en ont besoin. Ça, tout ce développement-là, cette création d'aides techniques, eh bien, c'est pour répondre à une barrière. Actuellement, sur le marché, les équipements sont difficiles à trouver. Lorsqu'ils sont disponibles, souvent, ils vont être coûteux, comme vous pouvez voir ici, une capture d'écran d'un article paru l'an dernier.
Et aussi, faute d'avoir accès à des équipements qui sont accessibles, faciles à trouver, eh bien, parfois les familles vont se trouver vers des solutions maison ou encore vers quelqu'un de leur entourage qui va peut-être créer un équipement sur mesure. Mais là, ici, ce ne sont pas des équipements qui ont été recommandés par un professionnel de la santé et qui n'ont pas été approuvés non plus. Donc, ça peut amener, en essayant de se débrouiller par eux-mêmes, finalement, il est possible que les familles se mettent à risque. Donc, ça, c'est un volet là, de l'expertise que Parents Plus a développé. Mais bien sûr, quand on parle de cette expertise-là, d'être capable de bien accompagner les familles qui ont une déficience physique, le commun des mortels, par exemple, si on pense à un changement de couche, on va probablement penser que c'est un soin qu'on réalise debout, à deux mains, sur une table allongée, surélevée. Mais être un professionnel compétent, comme par exemple les ergothérapeutes de la clinique Parents Plus, c'est d'avoir en tête toutes les façons alternatives aussi qui sont sécuritaires qu'un parent peut faire au quotidien pour réaliser les soins. Et ça, on s'aperçoit que ces compétences-là professionnelles, il faut d'une part bien connaître la parentalité avec une déficience physique, mais ça prend aussi évidemment des connaissances développementales sur les besoins d'un bébé. Et finalement, la cinquième barrière que je voulais illustrer, discuter avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est, on rapporte encore justement, peut-être étant donné le manque des compétences professionnelles, il y a des lacunes dans les évaluations professionnelles pour arriver à bien évaluer quels sont les besoins des parents qui ont une déficience physique. Nous, on a commencé ce projet de recherche-là avec la clinique Parents Plus parce qu'à notre connaissance, il n'y avait pas d'outils d'évaluation spécifiques en ergothérapie qui permettrait à la fois de rendre compte des besoins de parents qui ont une déficience neurologique, donc qui peuvent présenter d'une part des déficits physiques, mais aussi des déficits cognitifs, suivant par exemple un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. C'est une étude qui est en cours. À ce jour, on a évalué 27 parents à domicile. On fait ça vraiment de manière intégrée, donc c'est une démarche d'évaluation conjointe. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça permet de préciser les besoins des parents et de mettre en place des recommandations pour s'assurer que les soins au quotidien se font de manière sécuritaire et optimale. Si le sujet vous intéresse davantage, eh bien, j'en profite pour mentionner qu'on a créé un groupe interdisciplinaire de cliniciens, chercheurs et étudiants. Je vous invite à joindre le groupe Facebook si le sujet vous intéresse. Je mentionne également qu'on a des études en cours, donc si jamais vous voulez en savoir plus ou vous voulez entrer en contact avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. J'adore échanger toujours avec vous. J'en profite pour remercier tous les partenaires dans le cadre de nos travaux de recherche et le soutien financier qui a été rendu disponible. Et vous allez trouver l'ensemble des références qui m'ont permis de faire cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Evelina. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Et je pense aussi qu'il y avait le professeur Rochette qui a voulu aussi aborder, je pense, une question. Mais oui, excuse-moi, Spike, je voulais pas te couper, mais Ah je non. me disais que si on va dans l'ordre, en tout cas, puis on commence avec la première question, j'aimerais ça entendre la réponse de Louis-Pierre, parce que la question lui est directement adressée. Puis la question, elle venait de Philippe, puis si je le dis pour tout le monde, là, il disait, j'ai l'impression que le modèle que tu as présenté, Louis-Pierre, a introduit une hiérarchie dans les causes de la dysfonction sexuelle. Donc, direct serait peut-être plus important qu'indirect, ou en tout cas précurseur, je ne sais pas si le plus grand veut dire important ou précurseur qu'indirect que psychosocial. Puis on demandait si tu avais des exemples sur comment le modèle peut aider à la recherche ou à l'intervention clinique. Si moi, ça m'interpelle, fait que c'est ça, je vais peut-être ajouter quelque chose après. Merci Annie, puis merci Philippe pour la question. Ce modèle-là, je dirais, se veut surtout pour catégoriser les impacts de la maladie. Je pense que par la force des choses, en ce moment, on voit beaucoup dans la recherche qu'on regarde beaucoup les impacts directs, par exemple, de l'AVC sur la sexualité. On voit beaucoup d'études, entre autres, sur la localisation, l'étendue de l'AVC et tout, et les résultats ne sont pas concluants, en fait, parce que la sexualité, c'est plus global que seulement le diagnostic, puis qu'est-ce que ça nous amène à cet endroit-là, par exemple, dans le cerveau. Je pense que au niveau clinique, pour répondre à ta question,
Je pense que ça pourrait faciliter l'analyse, l'évaluation des difficultés sexuelles auprès de la clientèle. Au moins d'être capable de catégoriser, ah, ok, ça, cette difficulté-là, ça va dans quelle catégorie, pour après pouvoir séparer un peu le travail interdisciplinaire. Par exemple, pour les impacts directs, on pourrait plutôt voir la contribution de médecins, infirmières, médecins spécialistes. Contribution indirecte, impact indirect, on peut plutôt voir les professionnels de la réadaptation, beaucoup ergothérapeutes, physio et orthophonistes, et les impacts psychosociaux, par exemple, psychologues et travailleurs sociaux. Finalement, pour la recherche, ce que j'aurais envie de dire, c'est que en étant mieux conscient de ce modèle-là, je pense que ça pourrait mener à des études qui sont plus globales, plus holistiques dans leur évaluation de la sexualité, qui nous permettraient justement de ne pas passer à côté de l'impact, par exemple, d'une hémiparésie sur la sexualité, puis de justement être capable de bien en comprendre les impacts. Là. Donc, je commencerai avec ça. Annie, si tu veux enchaîner. Oui, bien, moi, peut-être aussi, j'inviterais tout le monde, si vous voulez activer vos caméras, ça pourrait être juste plus agréable de vous voir. Puis, sinon, ce que je voulais ajouter, c'était, ben moi, j'insisterais sur le fait que c'est certainement pas hiérarchique, que c'est des catégories, 3 catégories distinctes qui, je pense, peuvent être, puis je pense qu'on peut l'appliquer aux relations en général. On peut l'appliquer à la sexualité, mais on pourrait l'appliquer aussi aux relations en général, avec les exemples que je donnais tantôt. Les impacts directs sur les relations en général, il n'y en a pas tant que ça, à moins qu'on ait des troubles de communication. Si on a de l'aphasie, là, ça va être évident qu'il pourrait y avoir des impacts directs si on pense aux relations en général. Mais il y a toujours ou presque des relations indirectes et psychosociales. Puis je trouve ça intéressant comme modèle juste pour pouvoir les expliciter puis s'apercevoir qu'il y a certainement des effets. Donc, on ferme les yeux des fois sur les relations où on ne les priorise pas, où on ne les questionne peut-être pas assez, alors que c'est important puis c'est un enjeu. Puis les relations, bien sûr, avec le conjoint, donc à ça s'intègre la sexualité, puis bien sûr les relations aux enfants qui sont les personnes les plus significatives dans nos vies. Donc, bien sûr, la parentalité va s'ajouter à ça, toute la complexité autour de prendre soin aussi va venir ajouter à ça, mais je trouve que le modèle est intéressant justement pour l'application des différents types de facteurs. Il ne faudrait pas être réducteur puis s'en tenir juste à ce qui est direct. C'est plus ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'aurais peut-être une question, si je peux. Je m'excuse, je suis arrivé tard dans la présentation. Evelina, je t'ai entendu parler d'une clinique à Toronto qui était bien organisée. De ce que je comprends, les espaces liés à Parents Plus à Lucie Bruno ne sont pas forcément au même niveau que ce qui peut être là-bas. Est-ce que tu pourrais nous dire… Et puis, le versant à côté, il me semble que vous faites beaucoup d'évaluations à domicile pour voir comment ça se passe réellement dans la vie des parents. Est-ce qu'il y aurait besoin d'espaces particuliers chez nous, dans nos installations, pour faciliter les soins d'abord, puis après faciliter la recherche autour de ces soins ou de ces services pour la parentalité? C'est une excellente question. Je te remercie, Cyril, pour tes questions, tes commentaires. Donc, en fait, peut-être juste pour préciser, la clinique à Toronto, c'est vraiment une clinique là, de médecine féto-maternelle. Donc, on remarque, là, je sais qu'il y a quelque chose qui devrait s'en venir à Montréal, donc une unité de naissance qui serait accessible pour les mères, entre autres, qui utilisent une aide à la mobilité comme un fauteuil roulant. Mais sachez qu'actuellement, ça n'existe pas au Québec à ma connaissance. Donc, le seul exemple en Amérique du Nord où on parle d'une clinique qui est accessible pour les mères qui se déplacent en fauteuil roulant ou toute autre aide à la mobilité, elle se situe à Toronto. Mais ça dépasse juste les espaces de soins. Il faut aussi des équipements qui sont adaptés à la condition de ces personnes-là. Par exemple, tous les examens dont les femmes pourraient avoir besoin en termes d'examens gynécologiques, les examens de suivi, même la prise de poids des femmes, ça prend des balances qui permettent, par exemple, l'utilisation d'un fauteuil roulant, ça prend des transferts qui sont sécuritaires. Donc, il y a vraiment tout ça en ce moment qui ne se fait pas au Québec de manière là, optimale avec des équipements adaptés aux conditions des femmes enceintes qui ont une déficience physique.
Je ne voulais pas du tout mettre en opposition là, les espaces qui sont à Parents Plus. Ceci étant dit, par exemple, si on pense dans le contexte actuel de la pandémie, c'est sûr qu'il y a eu une réorganisation des services. Ça fait déjà bon nombre d'années que la clinique Parents Plus offre des services à distance, donc par télé-réadaptation, ce qui leur permet aussi de rayonner à l'extérieur de la région, de la grande région de Montréal, et donc de voir finalement le quotidien des familles qui sont ailleurs au Québec, parce qu'il n'y a pas cette expertise-là ailleurs au Québec en termes d'évaluation et d'intervention pour les parents qui ont une déficience physique ou neurologique. Donc là, en termes là, de ce que ça prendrait très concrètement d'espace pour mieux accompagner les familles, ça serait super intéressant d'y réfléchir avec l'équipe clinique. Je suis certaine qu'elles auraient beaucoup d'avenues à suggérer pour améliorer les services. Merci. Merci beaucoup, Evelina. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'ai une question pour Louis-Pierre. Donc, on parle de la sexualité et silence. J'aimerais savoir, côté, disons, soit des perceptions et puis en fait, les tabous entourant cette question, est-ce que on le trouve à la fois chez les cliniciens et les usagers et leurs proches? C'est quoi tes constats? En fait, ben, ce qui ressort beaucoup, c'est que il y a des stéréotypes, par exemple, comme Evelina a parlé, que les personnes handicapées sont asexuées, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de besoin, qui ne peuvent pas avoir de sexualité. Il y a des préjugés comme ça qui sont véhiculés. J'axerais pas sur les cliniciens, plutôt dans la société, autant par les personnes sans situation de handicap, mais aussi par les personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des stéréotypes qui sont même intégrés par les personnes qui vivent des difficultés au quotidien parce que ça fait partie de la vie, puis on en vient à les intégrer justement même dans juste par les interactions avec les gens et tout. Par exemple, des fois, les perceptions avec les parents, la famille, l'entourage. Donc oui, ce qu'on voit, tu sais, au niveau des cliniciens, il y a une conscience que c'est important de parler de sexualité, mais souvent, c'est difficile d'aller plus loin que ça. Tu sais, si tu demandes à un clinicien, en général, il y a une sensibilité qui est plus accrue que dans la population en général de ce côté-là, tu sais, surtout au niveau accessibilité universelle et tout. Par contre, c'est le savoir-faire puis les compétences associées, le savoir-être qui freine les cliniciens à parler de sexualité, en fait. C'est le manque de savoir-faire, savoir-être et tout. Mais en fait, le manque perçu, parce que moi, je suis d'avis que les cliniciens ont déjà beaucoup de compétences, beaucoup les compétences suffisantes pour pour répondre aux meilleures pratiques, parce que les meilleures pratiques, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une conversation par rapport à la sexualité, c'est pas d'avoir un suivi super approfondi par rapport à la sexualité, mais c'est ça, les cliniciens ne se sentent pas en général assez confiants dans leurs compétences pour aborder la sexualité. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? Sinon, oui, Evelina, vas-y, je m'excuse. Non, j'allais suggérer un commentaire si jamais il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Annie et Louis-Pierre ont parlé d'AVC, donc je me disais peut-être que je pouvais ajouter un commentaire aussi là, tiré de la littérature scientifique auprès de parents qui ont subi un AVC. Je disais qu'il y avait une équipe d'ergothérapie qui cherchait vraiment à intégrer de manière complète là, le rôle parental dans la réadaptation. Et ça allait, par exemple, pour les adultes qui avaient subi un AVC, en même temps que l'adulte, par exemple, réapprenait ses activités de la vie quotidienne comme s'habiller, bien, il réapprenait aussi à habiller son bébé, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'une façon différente de comment les soins peuvent être pensés, où à la fois, on s'intéresse aux tâches personnelles de l'adulte, mais aussi là, vraiment de manière très concrète à la réalisation de son rôle parental. Donc, juste peut-être pour illustrer là, un exemple. J'ai vu qu'il y avait une question, pardon, Cathy? Oui, bonjour. Allô? Félicitations.
très belle présentation. Tu as parlé d'une formation en Colombie-Britannique, puis j'aurais aimé avoir plus d'informations si tu en as. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment une formation en ligne. Donc, vous allez voir, j'ai mis le lien, la référence à la fin de ma présentation. Ça va me faire plaisir de la partager. Donc, c'est une formation d'environ 2 heures et demie que chacun peut suivre à son rythme. Et on présente à la fois là, un topo sur la grossesse, mais aussi là, les soins là, du nourrisson, donc des exemples pour accroître les connaissances pour mieux accompagner les parents qui ont une déficience physique. Donc, on parle d'environ 2h30 que chacun peut faire à son rythme à partir de chez soi, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'actuellement, cette formation-là, elle est disponible en anglais, puis je n'ai pas vu d'équivalent qui se ferait là, pour le moment au Québec, en français ou ailleurs. Est-ce que tu l'as fait, la formation là-dessus? Oui, je l'ai suivi. Oui. Intéressant. Effectivement, oui, oui. Je pense qu'à part en plus, c'est des connaissances que vous avez déjà. Là. Je ne pense pas que vous allez apprendre grand-chose, mais c'est vraiment là, pour outiller, par exemple, les médecins, les infirmiers, travailleurs sociaux qui, peut-être pour la première fois dans le cadre de leur pratique clinique, sont face à un parent qui présente une déficience physique et qui, franchement, ne savent pas trop quoi faire ou quoi suggérer, par exemple. Donc, c'est vraiment, je dirais, une formation de base. OK. Est-ce que tu sais s'il y a des ergothérapeutes qui sont impliqués dans la formation ou dans… je ne suis pas certaine. Bonne question. Je sais que la formation, le contenu a vraiment été développé par une maman qui a une blessure médulaire. Donc, il y a aussi le volet expérientiel qui est intégré à la formation. Je ne m'avancerai pas à savoir s'il y avait vraiment des ergothérapeutes qui ont participé au contenu. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Evelina. C'est juste aussi pour vous informer que Louis-Pierre a partagé l'hyperlien pour le vidéo dont il a mentionné dans sa présentation. Puis, Evelina, si tu veux aussi, par exemple, partager les informations de cette formation dans le chat. Donc, c'est facile par la suite pour les participants de la voir. Est-ce qu'il y a, ça nous reste encore 1 minute, donc est-ce qu'il y a une dernière question ou commentaire? Sinon, je vais juste profiter pour faire un peu une publicité pour notre prochaine conférence dans cette nouvelle série. Alors, j'espère de vous voir pour la présentation sur la douleur et réadaptation sur vol et modalités spécifiques le 7 juillet. Alors, nous aurions Jacqueline Tulam, Isabelle Quental et Maxime Miro. Alors, un grand merci à nos présentateurs et merci à vous d'y assister et puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci d'avoir été présent. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup de votre attention. Merci de l'initiative. Bonne journée tout le monde. Au revoir.